Ça va? Ça va, vous êtes en forme? Ouais? Vous avez encore de l'énergie pour une table ronde? Ok. C'est tout? Ok, c'est un peu mieux. Merci. Alors, avant de lancer cette table ronde, je voulais quand même qu'on passe la parole à Vénaïque qui nous accueille, pourquoi pas, pour qu'elle vous présente ce lieu qui est juste incroyable et qui nous fait le bonheur de nous accueillir pour quasi toutes nos vulvaventures. C'est un peu notre maison maintenant. Est-ce que tu veux venir nous présenter le pourquoi pas? Vas-y, je m'assois. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue au Pourquoi pas pour ceux qui sont jamais venus et puis au plaisir de vous accueillir à nouveau pour ceux qui connaissent déjà le lieu. C'est un lieu qu'on a ouvert il y a 3 ans. On a fêté nos 3 ans fin janvier. Et le principe du lieu, c'est qu'on accueille un événement différent tous les soirs, du mardi au samedi, que ce soit des conférences comme ce soir, des projections, des concerts, du théâtre d'improvisation, des silence parties aussi le week-end. On a accueilli la première Vulvaventure il y a un peu plus de 2 ans, je dirais, ça a fêté ces 2 ans. Ouais, ça va avoir 3 ans même. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Nous, c'est un lieu qu'on a voulu convivial, familial et festif, mais ça nous tient à cœur aussi d'aborder des thématiques comme ce soir, comme les autres qu'on a pu accueillir avec Nouveau Cycle. Donc, au plaisir de vous accueillir à nouveau. Et puisque je ne l'ai pas fait avant, je vais présenter Nouveau Cycle quand même qui vous accueille ce soir. Nouveau Cycle est un bébé qui grandit puisque Nouveau Cycle va avoir 3 ans déjà. Trois ans et 80 bénévoles qui sont passés par chez nous, 2 salariés, bientôt 4. C'est une sacrée aventure et un public toujours présent. C'est hyper émouvant de voir que malgré les Covid, malgré qu'il fasse beau dehors et que vous pourriez être dehors en train de boire des bières, vous êtes là. Donc c'est super cool. Bon, vous l'avez prise dedans quand même. Et Nouveau Cycle, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait évidemment des événements comme ce soir et comme un festival. Vous connaissez le nom de notre festival? Alors, ceux qui n'ont pas entendu, celles et ceux qui n'ont pas entendu, c'est Ragnagna Party, qui revient en juin 2023. Dans les événements, évidemment, il y a les Vulvaventures, qui sont ces soirées thématiques que l'on consacre à des sujets qui sont les sujets qu'on aborde. Les sujets qu'on aborde, ce sont l'éducation menstruelle pour tous et toutes, parce que les cycles, les règles, c'est pas qu'une histoire de filles. Hein. Vous êtes d'accord? Ok. Le deuxième sujet, c'est l'éducation aux sexualités. Et on l'a bien mis au pluriel parce qu'il n'y a pas une sexualité hégémonique. Et on y adjoint le sujet des contraceptions et des choix contraceptifs, donner le choix. Et le sujet du consentement, qui sont super importants à aborder. La troisième thématique, et c'est aller au cœur de cette soirée, c'est la santé gynécologique, parce que c'est un peu la grande absente de la médecine. Et on va voir que ça fait un petit moment que c'est le cas. Donc la santé gynécologique, vous allez voir qu'on mène beaucoup d'actions là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir. La quatrième thématique, ce sont les identités de genre, qui sont incarnées avec brio par Marie, qui a animé tout à l'heure la table ronde, enfin le petit échange à la fin de la projection. Et la cinquième thématique, et là j'ai un blanc, aidez-moi. Ah mais oui, la lutte durable contre la précarité menstruelle, parce que c'est plus possible qu'il y ait des personnes qui aient leurs règles dans de mauvaises conditions, qui ne puissent pas s'acheter des protections, qui ne puissent pas accéder à l'eau, ou de base aussi à une information de qualité pour les vivre sereinement. Donc voilà tout ce qu'on fait. On le fait lors d'événements, on le fait en intervenant, on intervient auprès de nombreux publics, des scolaires, collège, lycée principalement, université aussi un petit peu, en milieu hospitalier, en milieu carcéral, et auprès de plein de publics à la demande. Donc on est beaucoup sur le terrain. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller vivre ces expériences et ces moments absolument incroyables, on a toujours besoin de bénévoles. On est en train d'avoir des demandes de plein de collèges, de plein de lycées. Donc si vous avez envie d'incarner ces sujets aussi auprès des jeunes, de la jeune génération qui est bien informée déjà, mais ils ont encore plein de choses à apprendre, venez avec nous. Je crois que j'ai fait le tour, sauf la dernière brique de l'asso qui est le plaidoyer.
parce que ces sujets ils sont éminemment politiques et qu'on essaie de les porter auprès des élus, auprès des collectivités, pour faire avancer les droits sur tous ces sujets. En ce moment, donc, sur la lutte contre la précarité menstruelle, sur une lutte durable, en constituant une filière locale de protection périodique durable, donc non, en ne distribuant pas des protections périodiques pleines de produits chimiques et qui finissent à la poubelle, par exemple, ou encore sur la santé gynécologique, mais encore un peu de suspense, on vous le présentera tout à l'heure. Ça va pour Nouveau Cycle? J'ai pas été trop longue? Merci. Et du coup, vous pourrez, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir l'équipe bénévole qui est bien nombreuse en fond de salle. Et vous pouvez adhérer à l'association, c'est à prix libre et ça permet de soutenir nos actions, d'être tenu au courant en avant-première de ce qui se passe. Et puis, chaque adhérent compte puisque c'est la première chose quand on va voir les collectivités, on nous demande d'abord le nombre d'adhérents. Donc on n'a pas le même poids politique si on est 50 ou si on est 500. Voilà, donc une adhésion, c'est aussi un acte militant. Voilà, c'est la fin pour Nouveau Cycle. Merci. Et on va passer à notre sujet de ce soir, qui va être illustré, puisque vous le savez, les Vulvaventures, c'est des échanges, des débats, mais aussi de l'art. Et on a Lucie Blanchard, alias Luby, qui nous fait le plaisir de revenir, c'est sa deuxième Vulvaventure, et qui va laisser son imagination voguer au fur et à mesure de ce qu'on va évoquer. Donc on peut l'applaudir, et ses œuvres sont aussi en expo et à vendre. Alors je vais introduire cette table ronde et après je présenterai nos intervenants par un petit texte. Alors, trigger warning, tout ne sera pas inclusif parce que dans les textes qui parlent de sorcellerie, évidemment, ce sont beaucoup les femmes qui sont nommées. On parlera après de sorcellerie contemporaine et on rattrapera le coup. Mais on va commencer par une première partie plus historique. Donc, évidemment, on s'appuie sur les textes existants. Et je voulais vous citer donc l'introduction d'un livre qui est absolument phénoménal, enfin que j'ai beaucoup aimé en tout cas, qui s'appelle Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes, et qui est vraiment pour moi un des essais qui a nourri cette soirée. Et je trouvais que c'était la meilleure manière de l'introduire qu'en lisant cette introduction. Les femmes ont toujours été des soignantes. Elles furent les médecins et anatomistes sans titre de l'histoire de l'Occident. Elles étaient avorteuses, infirmières et conseillères. Elles étaient pharmaciennes, cultivant les plantes médicinales et partageant les secrets de leurs utilisations. Elles étaient sages-femmes, se déplaçant de maison en maison et de village en village. Pendant des siècles, les femmes furent des médecins sans diplôme, interdites d'accès aux livres et aux cours, apprenant les unes des autres et se transmettant leur expérience de voisine à voisine et de mère en fille. Elles étaient appelées « wise women », qu'on a traduit dans le livre par « bonnes femmes », mais en fait qui veut dire « femmes sages », comme quand même dans la traduction des natures, c'est des bonnes femmes et pas des femmes sages. Donc elles étaient appelées « wise women » par le peuple, sorcières ou charlatans par les autorités. L'exercice de la médecine fait partie de notre héritage en tant que femme, de notre histoire. Et elle conclut l'intro en disant « Connaître notre histoire, c'est commencer à entrevoir le moyen de reprendre la lutte ». Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir sur cette table ronde qui s'intitule « La sorcière, la santé gynécologique au bûcher du patriarcat ». Et avec nous, Barbara, je vais te laisser te présenter. Tu es sage-femme et on a beaucoup échangé et tu as une approche assez avant-gardiste ou en fait liée à l'histoire. Est-ce que tu veux bien te présenter? Regarde, t'as un micro, ce sera plus simple. Oui, ça, ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Tu peux peut-être rapprocher. Barbara Barcia, sage-femme libérale à Gambetta, à Bordeaux. Et donc j'ai été sage-femme hospitalière et depuis 2 ans, je suis installée en libéral et j'accompagne les naissances à domicile. Dans ma pratique, notamment au niveau de la gynécologie, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir donner de l'autonomie aux femmes pendant la consultation, qu'elles puissent être actrices pleinement de la consultation, de pouvoir échanger sur la phytothérapie qui peut aider pour différents troubles gynécologiques, etc. Mais voilà,
je vais passer le micro et je vous en parlerai plus. On verra que ta profession est au bûcher du patriarcat, puisque le nouveau bûcher, c'est le tribunal. On aura l'occasion d'y revenir. Oui. Merci. À tes côtés, je vois que tu lui tends le micro. Arthur Suarez-Cholon, je te laisse te présenter. Bonsoir. Merci Nouveau Cycle. Merci Sarah et Marie-Hélène. Je ne sais pas où tu es, mais merci d'avoir pensé à moi pour intervenir dans cette super table ronde. Je suis étudiant en Master 2 d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université de Bordeaux. Actuellement en stage au César à l'EHESS, le Centre d'études des sciences sociales du religieux. Et je fais mon mémoire sur la sorcière et les sorcelleries contemporaines. Et pour reprendre un peu le trigger warning qui a été donné, vous devez dire « Ah, encore un mec qui parle d'une histoire de femme, encore un ». Et Dieu sait si l'académie et la science avec un grand S est un domaine masculin. Et donc je voudrais revenir tout de suite sur le fait que je ne parlerai pas en fait à la place de sorcières avec qui j'ai pu travailler. Sorcière étant en fait un terme inclusif, parce qu'il y a aujourd'hui des hommes qui se définissent comme sorcières. Et voilà. Et je fais mon mémoire, oui, je l'ai dit, sur la sorcellerie. Merci beaucoup d'être venu exprès de Paris pour cette soirée. Merci. Et Marichou Mogé Bilbao, que vous avez peut-être vu au festival déjà, que je vais laisser se présenter. Merci. Moi, je suis psychomotricienne spécialisée sur le travail du périnée en conscience, parce qu'on a tous un périnée. Là, c'est complètement inclusif, hein, que les choses soient claires. Hein. Hommes, femmes, trans, bi, tout le monde. On a un corps, on a un périnée. Donc ça, c'est mon cheval de bataille. Je suis aussi thérapeute avec la réflexologie plantaire. Je suis aussi accompagnante à la naissance. Alors, pas doula, parce que je n'ai pas cette formation, j'en ai une autre. Et je suis aussi sorcière, et j'aime bien le dire. Et tu fais aussi partie activement d'une association. Oui, j'allais oublier parce que ça c'était l'autre important. Donc effectivement, je travaille et je participe bénévolement à l'association des Orchidées Rouges sur Bordeaux, qui est donc un institut qui accueille et qui accompagne sur le chemin de la réparation les femmes qui ont subi excision et ou mariage forcé. Donc on a des belles représentantes ici, Vitiana et Maya, qui sont venues là pour nous soutenir. Et voilà, donc moi je participe activement à cet accompagnement avec mes mains magiques autour de la réflexologie plantaire. En tout cas, c'est comme ça que j'accompagne les dames que je reçois à l'Institut. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a énormément de sujets à aborder. C'est un sujet qui est absolument passionnant et donc on va l'aborder en 3 temps. Ça va être une pièce en 3 actes. La première sera sur les sorcières et la médecine au Moyen-Âge, parce que je pense que c'était important de resituer le sujet dans son contexte. Ensuite, on parlera de santé gynécologique moderne, qui est une lutte encore à faire. Et la 3e partie, qui est sur les sorcières contemporaines et la disparité des représentations de la sorcière à travers le monde, puisqu'en fait, la sorcière occidentale n'est pas la sorcière qu'on peut retrouver sur d'autres continents. Donc ça sera la dernière partie. Vous êtes prêts ? Ok. En 3 points. Alors du coup, déjà, on va essayer de définir cette notion de sorcière, parce qu'effectivement, on a parlé de pop culture tout à l'heure, on a parlé de personnes qui travaillent les plantes, on voit ce personnage avec le chapeau pointu, le long nez, mais qui est la sorcière, ou qui sont les sorcières, peut-être Arthur, puisque c'est ton sujet d'étude. Oui, je vais essayer d'être assez concis. Étymologiquement déjà, parce que je crois qu'on doit partir de là. La sorcière, ça vient du latin soriatus, la diseuse de sort. Donc c'est un rapport en fait avec le sort dans le sens hasard, destin, et quelque part c'est la personne qui peut lire le sort, lire le destin, le manipuler, influer peut-être avec cette puissance qu'est la magie sur ce fameux destin. Et c'est souvent en anthropologie associé à la magie. On parlera souvent de sorcières comme de magie noire. Et en fait, à travers les représentations et les âges, c'est surtout pour moi la sorcellerie une affaire de nomination. C'est-à-dire qu'on accuse, on soupçonne, et aujourd'hui on se définit, on se revendique, et voilà. Et c'est vraiment une affaire de nomination. Et c'est d'autant plus aujourd'hui, je pense, une identité.
dans notre société. C'est-à-dire que le Michelet, qui a écrit La sorcière, un roman, voilà, enfin c'est un archiviste historien romantique du 19e, disait que la sorcière en fait naît des temps apocalyptiques. Et je crois que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur plein de sujets, en fait c'est assez apocalyptique, enfin ça fait peur, quoi. On parle pas d'écologie, de tout ce qui peut être débats sociétaux avancés, puis même ce qu'on vient de traverser avec le Covid. Donc voilà, c'est une identité. Et je peux... Ouais, vas-y. Ouais, ok, super. J'ai un peu stressé sur le temps, j'avoue. Et en fait, je l'aurais dit concision. Ouais, alors. j'essaie, mais c'est tellement global, c'est tellement énorme comme sujet, ça englobe tellement de choses. En fait, c'est ça, c'est que sur la base des travaux d'un historien qui s'appelle Pierre Nora, qui parle de lieux symboliques de mémoire, j'essaye de montrer qu'en fait, la sorcière, c'est un peu une identité symbolique de mémoire, en ce que ça se base sur une histoire. Et Napoléon disait qu'en fait, l'histoire est un mensonge qu'on ne conteste plus, en ce sens qu'en fait, elle est construite. Et que quelque part, il y a toujours une vision en fait, qui prône et qui a le dessus sur toute autre version d'une histoire. Et donc cette histoire-là, en fait, elle est plurielle, elle est assez éparse, et souvent, en fait, les acteurs qui ont eu à expliquer cette histoire, c'était des hommes. Voilà. Et donc sur l'origine de cette sorcière, en fait, je pense que ça englobe aujourd'hui des dynamiques qui sont contemporaines, qui se retrouvent aujourd'hui à bien des égards, dans bien des domaines de nos sociétés. Et comment dire ça, sur ce... Ah, j'ai un peu le trac. sur ce côté d'identité symbolique de mémoire, en fait, ça s'appuie sur cette histoire-là, une histoire qui est enchevêtrée, qui est plurielle, et qui est aujourd'hui réintégrée dans des dynamiques sociales, qui trouvent du sens, en fait. Donc c'est vraiment cette identité complexe, je me suis noté une phrase, revendiquer, oui, réintégrer, en somme dans une multitude de causes qui est en mouvance constante, de représentations changeantes, et aux formes et aux discours, en fait, aux mots très prolifiques. Voilà, ça s'intègre vraiment dans plein de domaines de la société contemporaine. Vas-y. Alors moi, j'aime bien rajouter aussi la sorcière, en tout cas dans la définition que j'ai travaillée pour vous ce soir et pour moi aussi, c'est aussi c'est ce qu'on disait, hein, c'est cette femme savante, celle qui sait, qui a reçu l'enseignement oral par les autres, cette soignante du peuple. Et c'est aussi ces femmes libres. Et je trouve que le film qu'on a regardé tout à l'heure est extraordinaire pour justement mettre la lumière sur cette femme libre, que ce soit les brasseuses à qui on est venu couper les pieds et les mains, en l'occurrence pour patouiller, les femmes libres, celles qui savaient, celles qui transmettaient, celles qui soignaient, donc les sages-femmes qui venaient donner à naître et à mourir, et celles qui connaissent les plantes. Enfin, je trouve que vraiment, le film qu'on a vu, en tout cas pour moi, fait un cercle sur cette définition pluridisciplinaire que peut être la sorcière avant, mais aussi la sorcière de maintenant. Et c'est parce qu'elle sait qu'elle a été effectivement zigouillée. Pour rester dans les trucs. Alors, je sais que les écrits sont malheureusement assez absents hein, sur ce mythe de la sorcière. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du nombre de persécutions que ça représente et pourquoi finalement? Pourquoi on les persécutait? Alors, tu dis hein, parce qu'elles étaient sachantes, mais je crois qu'il y a d'autres choses qui vont aussi, comme les religions, par exemple. Je souffle. Non, pardon, je te laissais finir. Alors, ouais, effectivement, la chasse aux sorcières, c'est comme une entreprise qui a été menée du 14e au 17e siècle. Ça s'est arrêté en France, enfin arrêté plus ou moins avec l'édit promulgué par Louis XIV en 1682, qui en fait désincriminait le crime de sorcellerie. C'est-à-dire que ça a été rendu vraiment à néant. Voilà, on ne pouvait plus accuser de sorcellerie à ce moment-là. Et en fait, tout ça vient avec une conception, une représentation et une construction sociétale très particulière de l'Europe, qui est quand même sous le chapeau d'une église catholique très imposante.
Voilà. Je sais pas. Et le Malleus Maleficarum qui indique pourquoi et comment exterminer la sorcière, Ouais. qui est un peu le guide suprême de l'extermination avec des pratiques ouais. absolument. C'est même dur à lire, quoi. Excuse-moi, deux dominicains allemands qui ont donné ce manuel-là, ce guide à l'intention des inquisiteurs pour reconnaître, spécifier, nommer et puis aussi surtout torturer des femmes. En fait, les chiffres, on en a parlé tout à l'heure, enfin, ils l'ont évoqué dans le documentaire, c'est entre 50 et 100 000 personnes accusées et brûlées vifs entre le 14e et le 16e siècle. Dans ces victimes-là, il y avait de 70 à 80% de femmes. Donc clairement, c'est une entreprise qu'on peut juger misogyne et qui, dans en tout cas une historiographie de la chasse aux sorcières, parce qu'il y en a eu, là encore très masculine, eh bien en fait vient être réintégré dans un discours comment dire ça, qui j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça reviendra, c'est ok. Ouais. Alors il y a effectivement cette lutte des genres, mais c'est aussi une lutte des classes, la sorcellerie. Déjà. C'est ça. Tu peux nous... Ouais, ça a été réintégré dans les discours féministes des années 80. En fait, cet essor dont on parle aujourd'hui, c'est aussi un essor qui a vu le jour dans les années 60-70 aux États-Unis avec les premiers discours féministes sorcellaires. Et là, notamment, Silvia Federici, qui est sociologue, fait un énorme travail en montrant comment est-ce que ce glissement du féodalisme au capitalisme en fait, est inhérent à la chasse aux sorcières qui est menée en Europe et qui vient chambouler toute une construction sociale où les femmes avaient une place particulière. Et on l'a vu dans le documentaire, elles étaient brasseuses. Pour ce qui nous concerne ce soir, c'est aussi, elles ont un rôle thérapeutique dans la société. Elles ont un savoir qui se transmet de génération en génération par une tradition orale. Et donc, dans ce discours-là féministe, un peu sorcellaire, eh bien, la sorcière est remplacée comme voilà, le pionnier, un peu, enfin, ce personnage de l'histoire qui en fait a survécu à toute entreprise qui est à la fois menée par une église ultra forte, par un État aussi qui souhaite instaurer un pouvoir patriarcal capitaliste, et par une médecine qui de base eh bien, était quand même très féminine dans la ruralité, qui se construit autour des hospices religieux très masculines. Sur le contrôle, la persécution des femmes soignantes, il y a un extrait du livre que je vous citais tout à l'heure qui me semble assez intéressant, qui dit que le contrôle total de la médecine signifie le pouvoir potentiel de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir, qui est fertile et qui est stérile, qui est fou et qui est sain d'esprit. Ce qui finalement était relégué à la religion. Et les sorcières, je crois qu'il y a vraiment de ça, c'est qu'en fait finalement elles venaient contredire cet ordre religieux. Et on parlait, je te lançais sur la lutte sociale, sur le fait que c'était aussi les soignantes des classes populaires, puisque les classes riches avaient les médecins dits de la science, mais qui étaient plutôt formés par l'Église. Et les personnes dans les campagnes étaient soignées par les sorcières. Je voulais rajouter un côté de la sorcière qui est fondamental et dont on n'a pas encore parlé, qui est ce côté de liberté sexuelle. Et qui, effectivement, pour rebondir sur cette puissance où arrive l'Église catholique et où, avec le pouvoir de l'homme, vient dire qu'effectivement, une femme qui prend du plaisir, c'est qu'elle est ensorcelée. Donc c'est une sorcière, qu'une femme qui peut avoir une sexualité libérée, c'est une sorcière, parce que c'est le moment aussi où l'homme prend toute sa puissance avec cette religion et où la femme ne devient que l'outil de reproduction et que la sexualité ne doit être que reproductive. Mon Dieu. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi un moment fondamental, parce que quand on parlait de la chasse aux sorcières, il y avait effectivement les femmes savantes et sachantes, plutôt que savantes, les femmes sachantes, les femmes soignantes, et il y avait aussi les femmes libres.
la femme seule, la femme qui a du plaisir. Et si on a trop de plaisir, on est dénoncé. Voilà. Si on change d'homme, on est dénoncé. Si on n'en donne pas assez du plaisir, on est dénoncé. Voilà. Donc bref, de toute manière, à partir du moment où on avait un utérus et un vagin, on avait quand même de grandes chances d'être dénoncé. C'était un peu compliqué quand même. Il y a un exemple, notamment dans cette première chasse aux sorcières que j'ai trouvé extraordinaire dans mes lectures, c'est qu'il y a quand même un village en Allemagne où au moment de ces premières chasses aux sorcières, ils ont exterminé 280 femmes. Il en restait une dans le village. Et là, tu te dis, j'aimerais pas être à sa place. Voilà. Ou je suis pas sûre. Enfin, voilà, bref, c'est vraiment quelque chose de complètement irraisonné et où c'était seulement la passion et le diktat qui venait dire « toi, tu es une sorcière ». Il n'y avait presque pas d'autre chose. C'est ça qui était complètement fou quand même pendant ce moment-là. Et d'ailleurs, dans les écrits il y a quelques écrits sur les procès, pour être sûr que c'était des sorcières, le sang des règles était une preuve, puisque c'était sale, c'était impur. Hein. Il y avait déjà cette notion d'impureté. Hein. Les tabous actuels résultent aussi de cela. Et s'il y avait la moindre tache de naissance, finalement tout le monde était sorcière, puisqu'en fait on s'appuyait sur des choses qui finalement étaient humaines, étaient basiques, comme le sang des règles ou les taches de naissance, quoi. Et le fait de saigner en cas de... On plantait des aiguilles, et si elle saignait, c'était une sorcière. Voilà, et si elle avait pas mal, c'était une sorcière, mais comme ça faisait déjà 24 heures, 48 heures qu'on lui faisait des tortures, forcément il y a un moment où elle avait plus mal. Donc c'était une sorcière. Et la meilleure, c'est la flottaison quand même. Hein. Quand une femme était accusée de sorcellerie, on la mettait sur le lac ou l'étang, et si elle flottait, c'était une sorcière. Et puis si elle flottait pas, de toute façon, elle était morte. Voilà, comme ça, on était sûr de pas se tromper. Je pense qu'on a fait un peu le tour de... Vas-y, complète, bien sûr. Sur cette église catholique, en fait, ça vient aussi avec une représentation assez spécifique du monde qui est vraiment contemporaine des débuts de la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que cette église-là, en tout cas pour l'église, et Michelet le redit, il dit, excusez-moi, Pierre de l'Ancre, dans le livre qu'on a vu qui est Le tableau de l'inconstance, c'est ce livre-là qu'il a écrit après les chasses aux sorcières qu'il a menées dans le Pays Basque en 1612. Il dit « Nature les fait sorcières ». Et en fait, pour l'Église, la nature, tout ce qui peut être empirique, c'est directement de l'ordre un peu du diable. C'est-à-dire que Satan, qui est quand même désigné comme le prince du monde, dans les écrits de l'époque, en fait, il est vraiment représenté comme comme un personnage qui se décore en fait de la nature, qui vit dans la nature. Dans la mythologie un peu, dans le folklore, dans la cosmologie chrétienne et néo-chrétienne, Satan découlerait un peu du dieu Pan, qui était dans la mythologie le dieu rattaché vraiment à la terre et aux arts. Et donc en fait, tout ce qui peut être en dehors d'une vie céleste et de toute conception religieuse était prohibé. Et sur cette impureté, c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle, non, pas du tout. En fait... Comment dire, il y a tellement de points de concordance que c'est difficile de ne pas voir et de ne pas faire le lien qui est fait par ces féministes-là des années 60 entre chasse aux sorcières et domination en société patriarcale, en fait. Barbara, sur le lien entre les sages-femmes d'hier et d'aujourd'hui, les sages-femmes étaient donc considérées comme sorcières. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce métier particulièrement et comment les sages-femmes de l'époque ont été martyrisées? Oui. C'est vrai que dans la persécution de ces femmes, beaucoup d'entre elles étaient sages-femmes, parce que être sage-femme, c'est accompagner des temps très forts de la vie d'une femme et d'un couple, notamment la naissance, mais aussi la mort, mais aussi l'interruption de grossesse. L'avortement a toujours existé et existera toujours, et les femmes se sont toujours débrouillées pour accéder à l'avortement, et les sages-femmes étaient ces femmes aussi qui permettaient ça. Et ça, pour l'Église, c'était intolérable. En fait, la sorcière, c'était cette femme qui permettait de revenir à la terre. C'est comme ce que tu disais avec la notion de paganisme, etc. Mais c'est de revenir sur cette autonomie-là pour les femmes, sur explorer leur sexualité, être libre au sein de leur couple,
et de sortir d'une conception de domination masculine. Donc c'est vrai que dans la persécution de ces femmes, c'était souvent des femmes qui étaient célibataires, des femmes qui étaient âgées, qui étaient ménopausées. Voilà, donc d'où cet imaginaire de la femme, de la vieille femme, marâtre, cheveux grisonnants avec des verrues, etc. Parce que c'est la femme qu'on rejette, la rejetée de la société, en quelque sorte. Et d'ailleurs, s'il y avait un enfant mort-né, on disait que c'était la sage-femme qui nourrissait le diable, qui le donnait en offrande. C'était pas la nature, c'était la faute de la sage-femme. Et on verra que c'est encore un peu ça sur l'accouchement à domicile. Oui, tout à fait. Alors, je ne veux pas trop anticiper sur le sujet de l'accouchement à domicile, mais aujourd'hui, c'est encore pas évident de permettre aux femmes d'explorer toute leur liberté et toute leur autonomie pendant la naissance. Les maternités ferment de plus en plus pour laisser place aux grosses structures qui est sur un fonctionnement, je dirais, un peu capitaliste et industriel. Et donc, pour les sages-femmes qui prennent un chemin de traverse, bien, il y a des persécutions. Et ça, je vous en parlerai après, parce que c'est assez flagrant. Marie-Chou, tu voulais rebondir ? Oui, je voulais rebondir aussi sur l'origine du mot sage-femme, parce que c'est vraiment les femmes sages, c'est ce qu'on dit, c'est aussi pour ça que c'est la description de la sorcière, parce que c'est la femme vieillissante qui a donc vécu et qui connaît. Et donc c'est la femme sage, d'où le mot sage-femme. C'est celle qui sait, celle qui a vécu, celle qui a déjà reçu les enseignements de ses mères, grand-mères, et qui peut à son tour transmettre et accompagner. Voilà. Et c'est aussi, tu parlais de la ménopause, et c'est effectivement ce cycle qu'on appelle le cycle de la sagesse et le cycle de la sorcière aussi, pour celles qui rentrent dans ce nouveau cycle. Voilà. Oh, la petite transition. Oui, mais tu vois, c'était important de le placer. Eh bien, on va fermer ce premier cycle de la conférence sur l'histoire et parler de santé gynécologique moderne. Alors, tu as commencé à nous titiller avec ce sujet. Je pense que la question du sexisme et des discriminations dans la sphère de la santé, elles sont malheureusement encore bien présente. D'ailleurs, on avait une philosophe en éthique du soin qui devait être là, mais qui n'a pas pu être là parce qu'elle était malade. Mais c'est un sujet qu'on avait vraiment envie de développer. Peut-être quand même donner un peu un cadre général sur ce sexisme et ces discriminations en santé, encore bien présent. Oui, une discrimination qui est parlante, c'est par exemple en termes de troubles gynécologiques. On parle beaucoup d'endométriose, mais ça fait que 5 ans vraiment qu'on en parle. Pourtant, les femmes l'ont subi et peut-être depuis des millénaires. Bon, certainement, ça a tendance à augmenter par rapport à l'environnement et nos modes de vie. Qui sont délétères pour nous et le cycle menstruel pour la femme, c'est une façon, la façon dont il s'exprime, c'est une façon de comprendre et d'avoir une idée de la santé gynéco et globale. Mais par exemple, les études qui concernent les pathologies féminines sont beaucoup moins financées que les études qui portent sur la santé masculine ou qui touchent particulièrement les hommes. Et quand je vous dis ça, c'est de l'ordre de 90% des études qui sont plutôt orientées sur la santé masculine. Et il y a des choses qui ont bougé ces derniers temps, parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation de collectifs, d'associations, et par exemple l'endométriose. Mais il y a encore 5 ans, on disait c'est normal d'avoir mal, madame. Les rapports, c'est comme ça. Donc voilà. Et aussi, il faut savoir que par exemple, les études portent essentiellement sur des modèles mâles, des souris mâles, voilà. Donc il y a des choses qu'on n'attend pas, sur des réactions qu'on n'attend pas, parce que tout simplement on n'a pas étudié ça sur des modèles femelles, des modèles féminins, donc des effets inattendus et qui peuvent être délétères pour la femme. Je crois que l'exemple de la pilule est hyper parlant sur ce sexisme dans la recherche médicale. Alors oui, c'est vrai que par exemple la contraception,
elle est essentiellement pour la femme, donc elle est très très exclusive. C'est la femme qui porte la charge contraceptive. Il y a très très peu de choses qui ont été développées pour les hommes. Et il y a des choses, par exemple des hormones masculines qui ont été mises, qui ont été créées, mais voilà, il y a beaucoup d'effets secondaires pour les hommes, donc, et d'ailleurs qui sont les mêmes que les effets secondaires que pour la femme. Et ça, c'est difficile pour les hommes. Et enfin, voilà, les scientifiques, souvent hommes, donc ne veulent pas. Enfin, voilà, ils veulent étudier davantage. Voilà. Oui, il y a eu énormément plus de tests faits sur la contraception dite masculine, ou en tout cas pour les personnes qui ont un pénis, que pour toutes les contraceptions dites féminines, ou en tout cas pour les personnes ayant un utérus. Et effectivement, c'est exactement les mêmes symptômes, alors qu'en fait, les premiers essais étaient pour les hommes, et en fait, n'ont jamais été commercialisés. Parce que, et la première chose, c'était quand même la libido. On revient sur la question de la sexualité. Ouais. C'était la perte de libido, qui est aussi un mécanisme observé pour les personnes à utérus, mais c'est pas grave, quoi. Elles sont pas là pour ça. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, pour la question de la contraception, dans les années 60, il y a eu la question de la contraception hormonale, donc qui s'est orientée pour les femmes, mais en même temps, il y a eu aussi la question de l'observation des cycles. Et ça a été complètement jeté d'un revers de la main, parce que c'était gratuit, parce que ça donnait encore une fois de l'autonomie aux femmes. Observer son cycle, c'est tellement puissant. À partir de ça, on peut comprendre beaucoup de choses sur son corps, et il y a une volonté du coup de prendre soin de soi. Et finalement, la contraception hormonale, voilà, ça fait tourner quand même pas mal les labos. Alors, effectivement, il y a des cas où c'est nécessaire, et il n'y a rien à en dire. Ça a été aussi une victoire dans ces années-là, de pouvoir s'émanciper, de ne plus avoir la charge d'une naissance ou d'une grossesse. Mais à côté de ça, il y a eu aussi pas mal de lobbies. Marie-Chou, toi, qu'est-ce qui t'a conduit justement à vouloir t'intéresser au périnée et à la santé des femmes, principalement, et des personnes à utérus? Pourquoi est-ce que c'était justement... et aussi la question des femmes excisées, des personnes excisées, qui est quand même pas un sujet mince. Qu'est-ce qui t'a amené à ça et comment tu l'abordes? Alors, pour moi, la question du périnée a été importante à l'arrivée de ma première fille. Parce que comme beaucoup de femmes, en tout cas de femmes qui portent un enfant, le périnée apparaît tout d'un coup, pouf, comme ça. Tu l'avais pas et pouf, tu as un périnée. Okay, et puis les hommes, non, ils n'ont pas de périnée, c'est bien connu. Okay. Et là, à partir de là, je me suis vraiment posé la question de ma puissance. Et je rebondis aussi sur ce que tu parles aussi, de se réapproprier son corps, ressentir, être maître de son corps. Et on revient pour moi aussi à cette puissance de la femme et cette puissance de la sorcière, parce que c'est cette puissance-là qu'on nous coupe, souvent. Je vais te couper, mais je suis pas sûre que tout le monde sache où est le périnée, est-ce que c'est... Alors, enfin, je pense que là, si je fais un petit tour de la salle, ce serait bien qu'on me fasse un petit rappel. J'ai amené Choupette et Choupi. Je vous laisse 2 minutes. Je ne savais pas s'il fallait que je les amène avec moi. Donc, j'ai déjà fait Clito qui est avec moi ici. Voilà, c'est important, c'est fait Clito. J'attrape Choupette et Choupi. Je vous laisse combler le vide et j'arrive. Alors, en attendant, on va parler du métier de sage-femme aujourd'hui et de comment, justement, tu l'abordes. Là, je pense qu'on peut y aller. On peut rentrer dans le détail. Ça y est, c'est le moment. Alors, déjà, parler du métier de sage-femme sur la question de ce métier qui est quasiment à 99% représenté par des femmes, qui est un métier du care, qui est aussi donc un métier qui subit le patriarcat. La situation des sages-femmes en France, c'est un peu le curseur de la situation des femmes dans la société. Ce que disait Chantal Birman, qui est une sage-femme qui a beaucoup milité pour l'IVG. Alors, dans ma pratique, parce que c'est ta question, la question de la pratique de la sage-femme. On va dire que tu n'as pas une pratique dite classique. Non. Et ce qui est plutôt chouette d'ailleurs. Féministe.
Alors, c'est quoi être une sage-femme féministe? Parce que on a, dans le parcours gynécologique qu'on entend de manière très régulière dans nos interventions, ça ressemble pas tout à fait à ce que tu proposes. Dans ma pratique, déjà, il me tient à cœur de rester sur un échange qui soit le plus horizontal possible, de plus être voilà, la personne sachant, la femme sachante et la personne soignée en face et de profiter de cette position. Ça me tient vraiment à cœur de partager les choses et de permettre que la femme gagne en autonomie, qu'elle puisse gagner en connaissance de son propre corps. Voilà. Donc, dans ma pratique, j'utilise beaucoup l'autogynécologie, c'est-à-dire permettre aux femmes d'utiliser elles-mêmes le matériel, de pouvoir l'introduire, de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir, avec un miroir, observer l'intérieur de son col. Combien de femmes ici ont déjà vu leur col de l'utérus? C'est peu fréquent. Il y en a quelques-unes. En fait, c'était patiente. Merci. Voilà, on est peu parce que voilà, on a laissé à chaque fois le professionnel regarder et nous dire tout va bien, madame. Et sans pouvoir avoir un retour alors qu'il s'agit de notre intimité la plus profonde. Donc voilà, ça me tient à cœur de pouvoir permettre aux personnes d'utiliser les choses et puis faire les prélèvements elles-mêmes, de pouvoir observer leur cycle, voilà, et de gagner aussi, de redonner confiance parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont blessées par leur consultation précédente. Et de pouvoir, dans l'espace de la gynécologie, réinsérer quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, qui est de l'ordre du consentement aussi, de toujours demander avant de toucher une personne, avant de lui demander de se déshabiller, d'ailleurs de jamais la mettre à poil. Parfois, j'ai des patients qui commencent à se déshabiller entièrement. Je leur dis non, ça se passe pas comme ça ici. Vraiment, c'est important de redonner de l'intégrité dans cet espace-là qui est très intime, quoi. Avant de... Et pourtant, ta consultation, elle est rémunérée combien? Elle est rémunérée 25, donc la consultation comme un médecin généraliste, sachant qu'il y a 50% de charge et que moi, je passe parfois 1 heure. Donc en fait, il y a une question, il y a quand même une question, on parlait de lutte et de valorisation et de dévalorisation, comme les sorcières qui pratiquaient la médecine du peuple et que c'était une lutte des classes. Là aussi, en fait, pratiquer l'autogynécologie, créer un cadre de sécurité, etc., c'est aussi du temps. Et c'est quelque chose qui est absolument pas valorisé dans la médecine contemporaine et qui, en fait, si tu veux bien faire ton métier, aujourd'hui, tu peux pas gagner ta vie. Bah, c'est vrai que la médecine actuelle ne valorise pas ces temps d'échange-là. On est sur une médecine du nombre. C'est-à-dire que pour pouvoir être rentable, il faudrait que je vois 4, 5, 6 patientes par heure. C'est possible. En tout cas, la Sécu a dit qu'on ne pouvait pas voir plus de 6 patientes par heure. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut le faire. Jusqu'à 6, on peut. Ce qui fait 10 minutes par patiente. Moi, personnellement, pour trouver du sens dans mon métier, je ne peux pas le faire. Mais du coup, à mes dépens, effectivement. Et parce que je ne veux pas rentrer dans quelque chose qui... alors, c'est vrai, il faut revaloriser. Et puis là aussi, c'est ma condition de femme qui, surtout femme du soin, qui, voilà, mon rapport à l'argent et de pouvoir demander, etc. Donc, je m'autorise délicatement parfois des dépassements. Mais sinon, je sais plus, j'ai perdu... Ben, en fait, on l'avait résumé en une formule qui est personne du care, personne précaire. Et je crois qu'il y a un vrai sujet qui, à travers les années, quand tu prends soin de l'autre, et c'est souvent quand même un rôle social donné aux femmes, c'est souvent dans la précarité. Enfin, c'est pas valorisé alors que c'est les métiers. On l'a vu pendant la crise qu'on vient de vivre. C'est vraiment les métiers qui sont le moins valorisés.
de facto souvent portées par les femmes, vécues. Alors ça évolue un petit peu, mais on a des chiffres là dans les années 70-80 où en fait 90% des personnes dites femmes dans la médecine avaient des professions auxiliaires, c'est-à-dire infirmières, etc. Et donc qui ne prenaient pas la décision, qui étaient dans un rôle nourricier, le rôle de faire le ménage, les auxiliaires de soins, etc. Donc, on est encore enfermé dans ces rôles-là, et donc qui sont précaires, toujours, alors que ce sont les rôles les plus importants, finalement. Tout à fait. Et c'est vrai que, comme je reçois des femmes, et souvent des femmes qui ont été victimes de violences, que ce soit sexuelles, gynécologiques, obstétricales, j'ai vraiment envie de pouvoir leur offrir un espace de sécurité où je trouve pas ça normal non plus de devoir payer pour avoir des bons soins, alors que ça devrait être inclus dans l'offre de soins de la sécurité sociale, quoi. Vous l'avez entendu, je crois que le périnée est arrivé. Voilà, alors je rebondis sur ce que dit Barbara, parce que pour moi, ce qui est fondamental aussi dans ma transmission, c'est de rendre autonomes femmes et hommes, en tout cas êtres humains, avec son périnée. Et tout le travail que tu proposes dans ta spécialité de sage-femme, c'est vrai que moi, j'aime aussi le proposer dans ma spécialité de psychomote. Comme je dis, je ne suis ni sage-femme ni kiné, donc moi, c'est le périnée sans les mains. Voilà, que les choses soient claires, c'est qu'un travail en conscience. Donc juste, je vous présente donc Choupette et Choupi, qui sont hyper contents de sortir là. Non, ça va aller pour l'instant. Donc ça, c'est un bassin. Pour l'instant, ça, c'est un bassin, effectivement, d'une personne à vagin. Mais ce qui est important, c'est que le périnée est le même pour personne à vagin ou personne à pénis, ou entre les deux. Nous avons tous un périnée. Donc ce rouge-là, c'est notre périnée. Si je le regarde en dessous, donc position gynécologique, pas super agréable, voilà, c'est important de se rendre compte que notre périnée, c'est effectivement cette base musculaire qui ferme complètement notre bassin. C'est celui qui porte tous nos organes. Donc effectivement, si on n'avait pas de périnée, ça ne serait pas super confortable, ni pour nous, ni pour les voisins. D'accord ? Voilà. Pour résumer, et pour aller vite fait, parce que ce n'est pas une conférence sur le périnée, notre périnée vient entourer notre entrée vaginale quand on a un vagin et vient fermer au niveau du sphincter anal. Donc, toute cette structure-là, interne au féminin. Donc, je vous présente maintenant Choupi. Choupi, voilà. Donc, Choupi, c'est intéressant aussi parce qu'il a le périnée, c'est toute la partie qui est rouge. Donc, c'est pour voir à quel point c'est profond. Et c'est donc là, au niveau anal, on a le même qu'on ait un vagin ou un pénis. Cette profondeur du périnée est la même. Et ce que j'aime bien avec Choupi, c'est qu'il se démonte. Mais oui, tout est possible. On démonte les hommes, hein, je tiens à le préciser. Oui, mais je suis sorcière, donc tu vois, tout est possible. Donc ce qui est important, là, vous ne le voyez pas parce que vous êtes un peu loin, mais je peux le laisser quelques instants après pour que vous veniez rencontrer Choupi. Toute la sphère rouge, c'est donc le périnée. Donc le périnée qui, à l'intérieur, entoure notamment les bulbes spongieux, donc ceux qui permettent l'érection au niveau masculin, viennent entourer bien sûr au niveau anal, puisque ça nous permet de fermer et d'ouvrir au niveau du sphincter, et viennent soutenir au niveau de la prostate et au niveau de la vessie. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est absolument un endroit, un muscle, un univers fondamental. C'est notre base, c'est notre socle. Et pour revenir à ce que disait Barbara tout à l'heure sur l'autonomie, c'est fondamental de pouvoir être autonome de son être. Alors je trouve ça incroyable parce qu'on ne se connaissait pas et je trouve ça magique d'avoir quelqu'un qui parle le même langage que moi mais dans une autre spécialité et de pouvoir être autonome de soi. Et pour rebondir sur nos sorcières, c'est ça qui fait peur. C'est d'être autonome, d'être soi, d'être pleinement soi et de ne pas être sujet et soumis à l'être soignant, sachant avec sa blouse blanche qui est bien haut. Quand nous, on est bien basse, comme ça, pardon, il ne faut pas le montrer. Et plus on reprend notre pouvoir, alors effectivement, là, je parle en tant que femme, mais c'est
très inclusif aussi. Moi, je parle en mon nom propre. Quand on a un utérus et qu'on est obligé d'aller le montrer comme ça, c'est pas glamour. Et plus on est maître de son corps, qu'on soit avec un utérus ou avec un pénis, plus on va pouvoir être libre de soi, libre de sa sexualité, libre de son être, libre de ses relations, et donc de pouvoir aller développer sa puissance. Et ça, c'est la puissance de sorcière. C'est pour ça que pour moi, on est tous et toutes sorcières quand on se réapproprie cette puissance-là. Il le disait très bien dans le film tout à l'heure sur cette sensibilité aux plantes, cette sensibilité à l'ailleurs pour certains, cette sensibilité du toucher, cette sensibilité du contact. C'est ça le pouvoir de la sorcière. Sorcière avec utérus ou pénis, mais avec cette puissance d'être pleinement soi. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important dans tout ce qu'on voyage et ce qu'on partage ce soir. C'est vraiment cette puissance-là qui est importante. Et tout ce que tu offres comme travail, il est là. Se réapproprier son soi profond pour pouvoir être pleinement soi. Merci. Ce qu'illustre ce soir Barbara et Marichou, c'est un mouvement qui est profond, qui est un mouvement de libération, qui finalement prolonge ce travail qu'ont mené les sorcières et qui donc s'exprime par ces mouvements qu'on appelle le self-help, donc prendre soin de soi, l'autogynécologie dont tu as parlé, et il y a plein de mouvements à travers l'Europe comme les gynépunks, etc., qui sont des mouvements LGBTQI+, etc., et qui vraiment apprennent à se connaître dans sa pluralité, dans sa diversité. Et je crois que c'était ce message-là qu'on avait envie de faire passer. Et je voulais que maintenant qu'on parle, on l'a évoqué en filigrane tout à l'heure, Barbara, de l'oppression légale. Accoucher aujourd'hui à domicile, c'est légal, mais... Je te laisse continuer. Alors, j'ai demandé à mes collègues membres de l'association des sages-femmes accompagnant les accouchements à domicile dont je fais partie. On est 80 en France, déjà, il faut le savoir. 80 dans toute la France. Sur combien de sages-femmes au total? Tu as une idée un petit peu de ce que ça... Parce qu'en fait, c'est pas beaucoup. 14 000. Sur 14 000, 80. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses. Parce que déjà, on n'a pas d'assurance quand on travaille. Parce que les sages-femmes françaises ne sont pas assurées par l'État pour les accompagnements à domicile. Ce qui fait que chaque fois qu'on va à un accouchement à domicile, il y a une épée de Damoclès au-dessus de nous. Et du coup, j'ai demandé par curiosité et puis pour préparer un peu cette conférence, ma collègue qui est membre du pôle juridique de l'association professionnelle des sages-femmes à domicile, asso qui existe que depuis 2019, hein, mais les 80 sages-femmes qui y sont travaillent activement sur l'élaboration de statistiques, etc. Et en fait, sur 80 sages-femmes, tenez-vous bien actuellement, et dans le passé, 35 ont été ou sont en procédure. 35, c'est près de 50% des sages-femmes qui accompagnent à domicile. Pourquoi on accompagne les naissances à domicile? Parce que aujourd'hui, il y a peu d'alternatives finalement, à part le milieu hospitalier. Si vous cherchez une maison de naissance, il faut chercher longtemps parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Parce que les maisons de naissance sont des structures qui sont attenantes à des hôpitaux qui permettent aux femmes d'accoucher avec leur sage-femme. Donc cet accompagnement global de la naissance, c'est-à-dire avec sa sage-femme qui vient le jour de la naissance de son bébé. Donc il y a les maisons de naissance, il y a l'accouchement à domicile et il y a aussi les plateaux techniques. Les plateaux techniques, c'est lorsque la sage-femme loue une salle de l'hôpital, mais l'hôpital n'intervient pas, c'est la sage-femme qui a donné rendez-vous à sa patiente pour l'accouchement. Donc aujourd'hui, il y a peu d'alternatives, peu de maisons de naissance, peu de plateaux techniques, quelques sages-femmes AAD, mais AAD, accouchement à domicile. Mais vous voyez, pas sans crainte, et on sera toutes, quand on accompagne à domicile, on sera toutes sages-femmes à domicile, on sera toutes impliquées dans un procès au cours de notre vie. Et puis, en fait, par curiosité, j'ai regardé quand même d'où venaient ces plaintes.
Et puis là, 80% des cas, c'est le gynéco ou l'hôpital ou l'ARS ou une instance ministère de la Santé. Ça peut très bien être ça. Ça peut être le SAMU, ça peut être le Conseil de l'Ordre. D'ailleurs, c'est beaucoup le Conseil de l'Ordre. Donc ça veut dire que ce sont nos collègues. Voilà. Ce sont nos confrères, nos consoeurs. Ce ne sont pas les parents, effectivement. Les parents, si, dans 20% des cas. Mais dans 80% des cas, ça reste nos confrères, nos consoeurs. Combien de sages-femmes à l'hôpital sont concernées par des procédures judiciaires? On est vraiment sur un taux qui est extrêmement minime, parce qu'elles sont couvertes par l'hôpital, parce que l'hôpital défend ses employés. Voilà. Il y a une question ? Alors, il y a beaucoup de motifs qui ne sont pas du tout justifiés. Donc, oui, c'est ce qu'on peut appeler un peu une chasse aux sorcières. J'ai une collègue qui a eu une naissance à domicile avec sa patiente. Elle a envoyé le compte-rendu à l'hôpital pour faire les choses en bonne et due forme, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Il faut faire des pieds et des mains pour pouvoir se montrer patte blanche à l'hôpital, etc. Et le gynéco a porté plainte contre elle parce qu'il a estimé que ce bébé n'aurait pas dû naître à domicile, alors que le bébé et la maman vont bien, évidemment. Dans d'autres cas, ça peut être des pratiques divergentes de la sage-femme, parce que la sage-femme fait des soins rebozo. Attention, les soins rebozo, des soins pour la maman, c'est un peu... on l'a accusé de secte. Les soins rebozo, pour explication, c'est un soin mexicain qui consiste à masser le corps de la maman, de pouvoir lui faire bénéficier d'un soin complet et spirituel. Voilà, il y a d'autres... Et l'une des sanctions, alors, c'est la procédure judiciaire avec un blâme, avec un avertissement. Ça peut être la radiation. Là, il y en a beaucoup qui sont quand même radiées, sur les 35. Quelques-unes qui sont suspendues 1 an. Voilà. Un peu l'état des lieux de la naissance autonome. Ouais, je pense que ce qui peut résumer ça, en préparant la table ronde, tu disais, en fait, aller pratiquer un accouchement, c'est prendre un risque à chaque fois. Et je pense que c'était important d'en parler, parce que les sorcières étaient pour beaucoup des sages-femmes, et aujourd'hui, les sages-femmes sont encore vues comme des... En tout cas, celles qui pratiquent l'accouchement à domicile sont vues comme des sorcières. Et il y a quand même un lien assez fort. Je te remercie de témoigner, parce que du coup, tu fais une pratique qui est quand même... qui n'est pas soutenue, et donc de témoigner face caméra, etc., c'est quand même courageux, donc je pense qu'on peut l'applaudir. C'est vrai qu'à la caméra, j'avais un peu oublié. S'il vous plaît, chers confrères, chers consoeurs. Non, voilà, merci de me faire intervenir. Je pense que c'est vraiment important de parler de ces choses-là. Parce que, par exemple, depuis que l'association professionnelle des sages-femmes à domicile existe, les procédures judiciaires ont déjà diminué. C'est-à-dire que le fait de visibiliser quelque chose, ça fait... Enfin, il y a la mobilisation des usagers, des usagères, et déjà, on vient réduire ça. Donc, le mieux, c'est vraiment qu'il y ait des collectifs qui se mettent en place. Merci. Avant de clore cette partie sur la santé, parce qu'on a encore une 3e partie, le temps qui avance, et j'aimerais pouvoir vous laisser aussi poser des questions. On ne pouvait pas parler de la question de l'avortement ce soir. Enfin, c'est tellement d'actualité, et pour moi, c'est aussi une expression d'une forme de chasse aux sorcières. On sait que l'avortement n'est pas légal dans beaucoup de pays. Il y a des pays qui même le remettent en question, comme des grandes puissances internationales. On sait aussi qu'il y a des courants très forts pro-life dans notre pays, et qui irriguent les sites internet. Est-ce que l'un ou l'une de vous voudrait prendre la parole sur ce sujet de l'avortement, qui est quand même, qui me semble éminemment important de rappeler comme un combat? Alors, je voulais juste rebondir sur ce que disait Barbara tout à l'heure, sur le fait que l'avortement existe depuis toujours. Et que le fait qu'il soit effectivement légal permet de sécuriser ces femmes qui le souhaitent. Et que ça, c'est primordial, c'est la sécurité de l'être.
et de redonner cette puissance à nouveau et cette autonomie et ce choix à la personne qui porte cet être qu'elle ne souhaite pas pour des raisons qui lui appartiennent sans aucun jugement. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il a toujours existé et que ça existera toujours. Sauf que la différence, c'est qu'effectivement, ça met du danger. Parce que dès qu'on le fait de façon illégale, illicite, on n'a pas toute la structure. Mais de toute manière, une femme, enfin en tout cas, une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant se mettra en danger pour y arriver parce que c'est son mode de survie du moment. Et ça, c'est fondamental parce qu'effectivement, plus il est accompagné, ce qu'on a la chance ici, en France en tout cas, pour l'instant, mais on va rester positif, voilà. Plus il est accompagné et soutenu, et plus on protège cette liberté-là, et cette liberté surtout de vivre, en fait, parce que ça va jusqu'à... C'est vraiment une question de vie et de mort, mais dans les deux sens. Quand on donne la vie, on sait qu'on ouvre l'autre porte. C'est terrible à dire, mais c'est aussi important. Et quand on décide que ce n'est pas notre chemin de femme de porter cette vie, on peut se mettre en danger de mort. Et je crois que c'est vraiment fondamental et que les sorcières de l'autre temps et du temps de maintenant sont encore là pour continuer d'accompagner cette liberté-là, avec ce savoir, avec le fait de respecter la vie, mais de respecter la vie de celle qui porte et de celle qui est là pour le décider. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental parce que c'est... de toute manière, quoi qu'il se passe, quelles que soient les lois, ça existera. Donc l'important, c'est de nous sécuriser et de continuer à respecter ce choix de vie. Et je voudrais juste porter la voix d'une personne qui s'exprimera pas ce soir, qui est une de nos bénévoles et qui est repartie au Chili, qui est sage-femme et qui pratique des avortements clandestins. Donc évidemment, on n'allait pas la montrer et la faire venir. De toute façon, elle est au Chili. Mais avec qui on a échangé avant cette table ronde et qui expliquait qu'effectivement, ils font passer des médicaments depuis la Colombie par les réseaux, comme les réseaux de drogue. Hein. Et donc, ils donnent ces médicaments, mais en cas de complications, les personnes ne peuvent pas aller à l'hôpital, évidemment. Ou alors, il faut construire tout un mensonge. Et des fois, dans l'urgence, c'est compliqué d'aller raconter autre chose. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose qui existe et qui est présent. Et non seulement donc, les patients et patientes qui tentent l'avortement illégal sont quand même à risque. Et les personnes qui le pratiquent, évidemment, pourront être punies par la loi, destituées de leur métier, etc. Donc, c'est quand même un combat qui me semble important et toujours d'actualité parce qu'on a évidemment une vision européano et franco-centrée, mais c'est quand même un sujet qui est encore très 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 présent et qui était un des combats des sorcières. Et moi, je voulais rajouter aussi l'importance, tout à l'heure on parlait de ce pouvoir de l'homme sur que ce soit la contraception par rapport aux personnes à l'utérus, et à clitoris, parce que j'aimerais aussi rappeler ça, qu'effectivement, le clitoris, cet organe magique dont m'a fait Clito, Doudou est là, est aussi cet organe du plaisir qui a effectivement été aussi mutilé et qui est encore aussi mutilé maintenant dans d'autres civilisations que franco-françaises, on est d'accord. Cependant, même ici en France et en Europe, l'excision existait pour l'hystérie quand même. Je veux dire, c'est pas juste de l'autre côté, dans d'autres continents. Et maintenant, c'est aussi important, donc là, je me fais porte-parole des Orchidées Rouges, enfin, forcément, parce que mon cœur est là aussi, c'est que l'excision, elle existe encore, et c'est encore une chasse aux sorcières, parce que c'est encore empêcher la femme de pouvoir avoir du plaisir, empêcher la femme de pouvoir vivre sa sexualité, la rendre pure dans toute son horreur, qu'est cette mutilation sexuelle. Donc c'était aussi pour moi important de le déposer là ce soir auprès de vous, pour qu'on soit encore sensibilisé à ce drame qui existe encore ici et maintenant. Hein. En France, je crois que c'est 125 000 femmes et filles qui sont excisées. Parfois, il y en a qui repartent au pays et qui reviennent et elles ne sont plus entières, alors que les parents vivant en France ne l'avaient pas décidé, par exemple. Donc c'est aussi tout un combat de chaque jour, aussi ici et maintenant. Mais quand même, ça faisait aussi partie de ce voyage des sorcières, de pouvoir couper cet acte, cet organe du plaisir. T'imagines, t'es lesbienne, mais t'es sorcière, quoi, tu vois. T'as du plaisir, quoi, t'es sorcière, quoi. Donc là, on coupe et on enferme. Donc c'était aussi important de se rendre compte que tout ce pouvoir, enfin, oui, ce pouvoir qu'est notre sexualité a été brimé et a fait partie de ces chasses aux sorcières aussi, et fondamentalement.
Mais n'empêche qu'aujourd'hui, remettons un petit peu de couleur et de paillettes. Vive la fée Clito. Voilà, c'était important. Hein, vive le plaisir. Donc je pense pour conclure cette partie sur la santé gynécologique, il y a encore beaucoup de combats à mener pour la santé gynécologique et ces combats sont incarnés. Il y a du monde qui les mène quand même, comme l'association des sages-femmes qui accouchent à domicile, toutes les personnes qui pratiquent les mouvements de libération. Et il y a encore de nombreuses luttes et je voudrais donner la parole à Aline qui se rapproche, qui a plus beaucoup de voix, alors on va l'écouter avec beaucoup d'attention, parce que tu portes un projet au sein de Nouveau Cycle qui me semble super important et qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer ce soir, qui est un projet autour de la santé gynécologique. Et je serai là pour t'aider si besoin. Merci. Oula, oui. J'en avais encore un peu tout à l'heure, je sens que ça va être compliqué. Oui, donc je porte avec les bénévoles et l'association, bien sûr, le projet qu'on appelle le pôle santé au sein de l'association. Et tout ce qu'on a dit tout à l'heure fait écho, effectivement, amène bien à tout ça. L'objectif de ce projet, c'est de fédérer les professionnels du santé, du bien-être, tous les acteurs, actrices de la santé gynécologique. Donc on entend les collectivités, les patients experts, les associations, toutes personnes concernées. L'idée, c'est de les mettre autour de la même table pour pouvoir échanger, les fédérer sur toutes les thématiques, en passant de la première consultation jusqu'à la ménopause, avec les choix contraceptifs, les enjeux de fertilité et d'infertilité. Qu'est-ce que j'oublie? La grossesse et l'accouchement, bien sûr. Diagnostic et accompagnement des pathologies gynécologiques. Qui est un gros point. Et comment on articule tout ça, vraiment. Ces professionnels, ils n'ont pas toujours l'occasion de travailler ensemble, d'échanger ensemble, et c'est notre objectif. Parce qu'on parle vraiment de sages-femmes, de gynéco, de médecins, mais aussi bien de réflexologues, de sophrologues, de doulas, toute personne concernée vraiment. Et avec deux objectifs, le premier, entre autres, les deux premiers, ça va être de créer un livre blanc de la santé gynécologique pour porter ce qui existe déjà, comment l'améliorer, mais aussi tout ce qui manque. Et avoir ce mouvement de plaidoyer pour aller chercher les moyens aux professionnels de santé de travailler dans les meilleures conditions. On l'a très bien évoqué tout à l'heure. Mais aussi le côté, et ça a été très bien dit aussi, rendre acteurs et actrices toutes les personnes concernées. L'objectif, c'est comment on va à une consultation de santé gynécologique et on se retrouve plus en mode toute petite fille face à un professionnel qui sait et on sait même plus dire que ça nous convient plus. On ressort de là en disant mon Dieu, mais j'ai pas dit ça, et mon Dieu, mais ça s'est mal passé en fait. Enfin voilà, l'objectif, c'est de parler de ça. On arrête les tabous, on pose les choses et on avance ensemble. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller voir Aline à la fin de la table ronde et les groupes de travail vont commencer en septembre. Il y aura une réunion d'information qui est calée le 27 juin. Le 27 juin en visio. À 10h30. Donc c'est une première réunion, présentation pour présenter tous les groupes de travail en termes de méthodologie. Justement, l'idée c'est de s'engager sur une année avec plusieurs groupes en intelligence collective. Donc voilà, avec des outils que l'asso commence à bien maîtriser, qui ont fait leur preuve au festival Ragnagna Party, parce que c'est un projet qui a commencé au festival, qui accueillait du grand public, des scolaires, mais aussi des pros de santé. On a eu la chance de réunir 13 professionnels de santé différents, Barbara était parmi nous aussi, et ils ont été tous assez unanimes de l'intérêt de ces rencontres. Donc ça commencera en septembre. Merci d'avoir présenté ce projet. Alors on va finir sur la partie des sorcières contemporaines. Qui sont les sorcières d'aujourd'hui? Je pense qu'on peut te donner le micro, Arthur, puisque c'est ton objet d'étude et tu rencontres beaucoup de sorcières. Et d'ailleurs, est-ce que ce sont uniquement des femmes ou des personnes cis? Non, en fait, donc l'objet de mon mémoire, c'est d'abord travailler sur les procédés d'identification à la figure de la sorcière, d'interroger ce pouvoir. D'ailleurs, dans le documentaire qu'on a vu juste avant, en fait, il expliquait que non, les sorcières n'avaient pas forcément de pouvoir magique. Il y a une rhétorique assez, je ne sais pas ce que tu en as pensé, assez claire sur le fait qu'aujourd'hui, non, en fait, les sorcières n'avaient pas de pouvoir. Eh bien, si. En fait, les sorcières ont des pouvoirs magiques, ont des pouvoirs politiques, et c'est tout un ensemble, je pense, de pratiques qu'on peut dire sorcellaires qui s'imbriquent dans des dynamiques sociales, voilà.
dans plein de domaines. On vient de le voir là en santé, en politique, dans les discours militants, et en fait contre toute forme d'oppression dans une société patriarcale, contemporaine, occidentale. Et donc en fait, sur cette identité de sorcière, j'ai une de mes interlocutrices à l'inclusif qui m'expliquait que en fait, il y a autant de sorcières que de manières de se définir sorcière. C'est une pratique tellement personnelle qui implique tellement les récits, moi je dirais récits ethnographiques, mais en fait c'est les récits personnels, les histoires de chacun, que non, en fait, il n'y a pas deux bonnes manières d'être sorcière aujourd'hui. Il y a une multitude de manières de s'insérer dans cette identité-là. On peut être sorcière aujourd'hui juste parce qu'on se rattache à un courant militant, féministe, LGBTQIA+, parce qu'on a une pratique particulière magique, sorcellaire, parce qu'on a un intérêt pour l'écologie et la cause en fait environnementale, et peut-être parce qu'en fait on réunit tous ces critères-là en même temps. Voilà, c'est hyper inclusif, c'est très prolifique comme discours. Est-ce que vous voulez compléter sur qui est la sorcière ou qui sont les sorcières d'aujourd'hui? Alors, ce que je disais précédemment, ce qui est important, c'est que pour moi, on est tous sorcières. Parce que c'est retrouver sa puissance, retrouver sa confiance en soi et retrouver, alors moi je vais dire, nos antennes de sensibilité. Nos antennes de sensibilité, avec certains avec la nature, d'autres qui vont entendre la pierre, d'autres qui vont entendre les arbres, d'autres qui vont entendre, qui vont toucher et qui va se passer une chaleur. Mais on l'a tous. Il faut juste faire confiance et on l'a tous. Et après, chacun en fait ce que bon lui semble. Mais effectivement, j'aime beaucoup cette définition. Il y a autant de sorcières que d'êtres humains. Et après, chacun le vit comme il en a envie. Pour moi, la définition que j'aime dans sorcière, c'est la personne qui accompagne aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sorcière pour soi tout seul. Enfin, en tout cas, pour moi, le mot sorcière, c'est celle ou celui qui s'autorise à utiliser ses dons, ses sensibilités, ses perceptions pour accompagner, aider et soulager l'autre. Donc on est sage-femme, on est sorcière, on est moi et je suis sorcière. Moi j'aime bien dire que je suis une sorcière de lumière ou une fée sorcière ou une sœurcière aussi. Ça j'aime beaucoup mon mot. Je suis une sœurcière et donc avec toutes mes sœurs de mes sœurcières, on fait plein de choses. Mais voilà, c'est juste être en confiance avec soi, retrouver sa puissance, que ce soit par tous les moyens qu'on a décrits aujourd'hui, et simplement de se faire confiance, et tout est possible. Hein. On a tous des trucs dans les mains, dans la tête, dans les yeux. Faites-vous confiance. J'adore. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un point quand même sur un critère assez véridique de la société française, c'est-à-dire qu'on parle souvent à l'étranger, je ne sais pas si vous avez eu cette expression de rationalité à la française, et lorsque parfois je pouvais parler de mon mémoire et de mon terrain de recherche à des personnes pour qui les représentations de sorcières ou sorceleurs étaient vraiment très, très éloignées, en fait on me regardait avec des grands yeux, toujours en fait on me dit mais non mais elles sont folles, ça n'existe pas, n'importe quoi. Et simplement pour spécifier que en fait, les représentations, elles ont toujours été plurielles, elles sont très plurielles, elles sont ultra personnelles. Et que sur ce point-là, je pense que la sorcière, je pense que c'est pour ça que c'est un étendard aujourd'hui dans notre société d'une multitude de discours et de domaines. C'est parce qu'en fait, elle reprend cette figure-là d'une représentation ultra personnelle. Et sur ce point, tout à l'heure, tu parlais de son soi, de la magie. Ça reprend en fait ce que dit Starhawk, qui a écrit un livre qui en français s'appelle Femmes, magie et politique, mais qui a été traduit de l'anglais dans les années 70 et qui en anglais s'appelle Sex, Magic and Politics. Et je trouve ça assez drôle que le français en fait ne puisse pas parler de sexe sans spécifier qu'il s'agit d'un domaine féminin, quoi. Et c'est un choix qui n'est même pas expliqué par l'édition ni la traduction. Donc ce livre, Sex, Magic and Politics, il a été écrit par cette ancienne anthropologue, anthropologue toujours, Starhawk, qui est aussi militante féministe, très impliquée dans... il y avait eu cette affaire d'une centrale nucléaire dans les années 80 à Los Angeles. Elle a participé aussi à
l'affaire dans le Médoc pour pour l'aéroport. J'ai un trou. Notre-Dame-des-Landes, oui, merci. Notre-Dame-des-Landes, c'était ça, hein. Et en fait, elle explique, elle présente la magie, la sorcellerie, comme une anthropologie. C'est-à-dire qu'elle présente ça comme une manière de voir le monde, avec ses représentations, avec ses influences aussi. Et elle parle en fait d'un espace inclusif dans lequel femmes et hommes pourraient trouver leur espace sans pour autant qu'il y ait de domination, comme c'est inscrit aujourd'hui dans un système qu'on connaît que trop. Et je vous invite à le lire parce que c'est vraiment, ça vous donne à avoir une manière d'apprendre le monde qui est assez magique et assez singulière. Voilà. Barbara, tu voulais répondre sur cette sorcière contemporaine? Oui, je te remercie de citer Starhawk. Pour ma part, c'est Rêve l'obscur que j'ai pu lire et je reprends. Enfin voilà, tu as anticipé. Enfin, tu as évoqué des choses que je voulais évoquer. La question du pouvoir sur et du pouvoir du dedans. C'est en quelque sorte ce que tu viens de dire, de pouvoir explorer chacune notre pouvoir du dedans, c'est-à-dire celui qui vient de l'intérieur de notre ventre et qu'on va exprimer et où il n'y a pas de domination sur l'autre, juste il nous anime et c'est comme une graine qui est un arbre potentiel, c'est-à-dire d'aller chercher en nous ce pouvoir-là du dedans. Et comment on vient le satisfaire, ce pouvoir. Et à l'inverse, le pouvoir sûr qui est d'exercer une forme de domination sur l'autre, de profiter, par exemple, de sa posture de sachant. Voilà, ça me paraissait important d'évoquer ça. Tu veux compléter ? Non. Pour moi, tout est tellement beau là que voilà. Donc tout ça si ce que j'ai juste envie de finir, c'est ce que disait Barbara, c'est donc on a tous ce pouvoir du dedans. Voilà. Je voudrais juste qu'on fasse un dézoom, parce que ça c'est quand ça va bien dans les pays où les droits sont plutôt respectés, etc. Les sorcières, elles sont encore exterminées dans d'autres pays, Arthur. Ouais, ce qui se passe en fait, c'est que il y a un aspect universel à la magie et la sorcellerie qui est observé depuis tout temps dans les écrits pour les perspectives un peu historiques, diachroniques, et puis aujourd'hui à travers le monde. Il y a Evans Pritchard au début du XXe siècle, c'est un anthropologue qui a bossé chez les Azandés au Sud-Soudan, qui expliquait, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup théorisé, qui a fait beaucoup de conception un peu scientifique sur ce qu'est la magie, ce qu'est la sorcellerie, comment est-ce que ça se réintègre dans les sociétés. Et dans une perspective plus contemporaine, par exemple, en Afrique centrale, en RDC, dans le golfe de Guinée ou même en Afrique de l'Ouest, au Bénin encore aujourd'hui, on peut être encore accusé en fait d'être sorcier. On parle d'enfants sorciers qui sont exclus de la sphère sociale, de la sphère familiale, et donc qui se voient réintégrés par les autorités locales, qu'elles soient religieuses, les autorités peut-être aussi internationales, l'UNICEF, qui mettent en place des structures d'accueil pour accueillir ces personnes-là qui sont accusées de sorcellerie et leur permettre en fait une réinsertion une fois peut-être grandi. Et ce qui se passe, c'est qu'on observe beaucoup de dynamiques. Aujourd'hui, se joue encore beaucoup de dynamiques sociales, sociétales autour de ces accusations de sorcellerie qui sont en fait très contemporaines. Voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion et qu'on va vous laisser la parole. Je sais que Chacha, t'adores passer le micro. Ça te dit de passer le micro? Donc on va vous donner la parole, on va bien parler dans les micros, comme ça pour les personnes qui regarderont en replay, puisqu'on a tout filmé, ça permettra d'avoir la question avant la réponse, c'est quand même pratique. Il est là le micro, regarde. C'est moi, il a un fil.
que quelqu'un veut bien poser la première question? C'est toujours la plus dure et après, on se lance. On a déjà tout dit, en fait. Ah, si, il y a une main levée. Attends, on n'entend pas. Ah oui, ça marche mieux quand on appuie sur on. Alors, mais merci déjà pour avoir organisé cette soirée parce que, en fait, je suis franco-américaine de Californie et ça fait depuis longtemps que je suis Star Rock, je suis des stages avec elle et en France, je me sentais un petit peu une ovni à penser de la sorcellerie, à lire ses bouquins, et ils n'étaient pas encore traduits en français. Oui, et c'est vrai qu'en ayant beaucoup voyagé, je me suis rendu compte à quel point en France, on a un rapport particulier avec tout ce qui est spiritualité, religion, et la rationalité à la française, je le ressens totalement. Comme quand j'étais en Inde, on pose toujours la question c'est quoi ta religion? Là, c'est la première. Enfin, est-ce que tu es marié et quelle est ta religion? Et c'est un pays dans lequel j'ai été étonnée de voir toutes les religions se porter ouvertement. Et nous, on est censé être laïques, donc à accueillir toutes les religions, sauf qu'on les cache. Et c'est tabou, il ne faut pas en parler. Et alors encore pire, quand on parle de sorcellerie, je veux faire de la magie. Et cette année, je me suis dit, mais j'en ai marre d'être cachée, je veux affirmer ce désir qu'en moi, j'en ai besoin, je sens que ça me nourrit. Et j'ai commencé cette année à pratiquer des rituels pour célébrer les 8 saisons de l'année inspirées par les religions celtiques. Et en particulier, enfin, j'ai pas vraiment de questions, je pourrais parler des heures, donc j'ai peur de monopoliser la parole, mais donc arrêtez-moi si ça vous intéresse plus. Et oui, et cette année j'ai organisé, dernièrement on a célébré Beltane le 1er mai. Et je l'ai fait avec un collectif qui s'appelle Intimidé, qui parle justement, qui est dans la sexualité positive, le consentement, etc. Et Beltane, on célèbre la vitalité de vie, les pulsions, donc tous les dieux Pan et faire l'amour dans les prés, voilà, il y a tout ça. Et je l'ai organisé avec un collectif qui est plutôt rationnel. Enfin, il a plutôt une pensée rationnelle. Et du coup, ils m'ont dit, on veut bien faire un rituel païen avec toi, mais on veut aussi qu'il y ait des zététiciens. Donc la zététique, c'est la science de la rationalité. Et en fait, on a vécu un moment vraiment magique, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, on a fait des cercles de parole, et on a découvert qu'en fait, même les personnes qui étaient dans la rationalité sentaient qu'il leur manquait quelque chose. Et pour moi, la magie, c'est ça aussi. C'est c'est que, comme tu l'as dit très bien, j'ai oublié les noms, mais c'est retrouver ce qui est sensible en nous, tout ce qui est artistique, tout ce qui est de la créativité. Et j'ai trouvé ça tellement touchant qu'il y ait une réémergence et de l'intérêt pour ces sujets-là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et moi je pense que alors, Star Rock en particulier, elle parle aussi d'écoféminisme. Donc pourquoi on lie le féminin avec la nature ? C'est parce que dans les années 70, dans les manifestations, c'était surtout des femmes qui luttaient contre la mise en place d'une centrale nucléaire. Il y avait la guerre du Vietnam aussi. Et c'était surtout des femmes qui se sont retrouvées à militer, à protester. Et elles se sont rendues compte qu'en fait, elles vivaient toutes, c'était un peu un cercle de femmes géants, et elles vivaient des violences sexuelles. Et quelque part, on viole les femmes comme on viole la nature. Et je pense qu'il y a un lien, là-dedans. Et que le monde... Et pourquoi on en est arrivé à la matérialisation, à violer la nature, c'est parce qu'on l'a désacralisé, on l'a objectivé, c'est devenu un objet à utiliser,
et plus quelque chose de sacré à respecter et à nourrir, et comme une relation une mère avec ses enfants. On est un peu les fils, les filles du ciel et de la terre, en fait. Voilà, c'est un peu tout ce que ça m'évoque. Merci Julia. Je te remercie profondément de ce témoignage. Moi, j'avais envie de faire une boucle aussi. Et tu parlais de rituels, de cycles, de célébrer la nature, de célébrer notre cycle. Et je referme aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le cycle de la femme qui a longtemps été mis de côté et pas accueilli. Et dans ces célébrations, justement, le cycle de la femme fait partie du cycle de la vie. Je ne vais même pas dire de la nature, parce qu'on est la nature. Ça, je suis aussi fondamentalement en accord avec ça. Et que petit à petit, plus on se réapproprie nos propres cycles, plus on est en lien avec ça, avec les nouveaux cycles. Je l'ai casé. Non, mais c'est important. Ouais, t'as vu, je suis trop forte. Alors, elle a parié qu'elle allait le dire 3 fois, donc plus qu'une. C'est même pas vrai, sinon j'aurais gagné. Non, enfin voilà, c'est important de se réapproprier qui on est. Et donc, ce lien avec la nature et avec ce qui nous entoure est aussi fondamental dans le respect de soi et de l'autre. Et c'est là où on va pouvoir développer notre puissance. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, merci. On va essayer de faire des questions un peu plus courtes, histoire que la parole circule, ce serait super chouette. Bien que c'était super intéressant, évidemment. Mais... Bonjour à tous. Une question, savoir s'il est prévu d'organiser le même événement qu'a créé Maria Liberia, le festival de la vulve et le universel. Est-ce que dans la région, c'est prévu d'organiser ce même type d'événement? Ou est-ce que c'est connu? Alors, côté Nouveau Cycle, on organise déjà le Ragnagna Party. Donc, on n'a pas de velléité à partir sur d'autres choses, mais peut-être qu'il y a d'autres collectifs. Oui, alors le festival, le festival de la Ioni, comment elle appelait ça? Universel, voilà. C'est très axé sur la naissance. C'est c'est un spectacle qui est formidable, que j'ai eu l'occasion de voir il y a 3 semaines. Et voilà, c'est axé sur la naissance, et c'est super parce que Maria Libera vient apporter des choses aussi sur la question de l'autonomie lors de la naissance, avec cette sécrétion d'ocytocine. Mais je suis très flattée, et c'est vrai que je te remercie, Sarah, de m'avoir permis de participer ici aujourd'hui, parce que voilà, chacun a finalement organisé son festival, ses combats, et je crois que le combat de Nouveau Cycle est très très riche déjà, et voilà. Merci Barbara. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Ok. Alors du coup, je vous avais prévenu, on aime bien finir les tables rondes par, vous savez, ceux qui viennent déjà au Vulve Aventure, que j'aime bien finir par qu'est-ce que vous avez retenu, s'il y a une information clé, un truc vraiment avec lequel vous voulez qu'on reparte, chacun, chacune. Je vais reprendre Starhawk, une phrase de Starhawk qui dit qu'il y a un principe magique qui est simple, c'est nommer les choses, c'est donner du pouvoir. Et à partir du moment où on nomme les choses, où on les visibilise, déjà, c'est une possibilité de changer. Voilà. Merci Barbara. Je crois qu'Arthur, ça y est, t'as trouvé. C'est pas de moi, merci. Je pense que je vais vous citer une résolution qui a été votée en janvier 2022 par le Parlement catalan, qui est sur la réparation et la restitution de la mémoire des femmes accusées de sorcellerie en Catalogne. Et on n'a pas trop eu le temps de l'évoquer, mais c'est vrai que cette loi mémorielle, et les lois mémorielles de manière générale, elles insistent sur quelque chose quand même une identité, un fait de réparer. Et là, en l'occurrence, je trouve
trouve que c'est assez significateur. Donc le Parlement de Catalogne exhorte le gouvernement à dignifier et faire valoir en promouvant des actions de réparation toutes les femmes injustement condamnées, exécutées et réprimées à travers l'histoire pour sorcellerie, et réparer leur mémoire historique, et aussi sensibiliser l'ensemble de la population aux valeurs d'égalité et de droits humains contre toute entreprise misogyne. Moi, j'ai juste envie de me répéter et de nous dire à tous qu'on est tous sorcières. Autorisez-vous à aller à la rencontre de votre pouvoir et de votre puissance. Et j'avais aussi préparé ma conclue. J'ai commencé par une citation et je vais finir par une citation qui est extraite de ce livre qui s'appelle « La révolution du féminin » de Camille Froidevaux-Métairie et qui dit « Si le corps des femmes a longtemps été pour elles comme une prison, il est aujourd'hui le principal vecteur de l'actualisation de leur liberté. » J'espère que ce sera vrai. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse hyper fort Lucie, alias Luby, qui juste a été incroyable. C'était magnifique. Est-ce que tu veux dire un mot? Non, c'est ok. Comme tu veux. Tu peux peut-être dire comment tu l'as vécu ce moment-là. Bonsoir. Alors déjà, merci Sarah, merci Novocycle de m'avoir de nouveau invitée sur cette Vulve Aventure. J'ai pris un grand plaisir à vous écouter, à écouter les échanges. Ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup enrichi. Il y a des choses que j'ai notées pour plus tard. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une petite allusion au périnée inclusif. Voilà. Donc j'ai été très contente de participer puisque j'ai aussi des petites pratiques de sorcière tout à fait personnelles, de la même manière qu'on a évoqué tout au long de la soirée. J'ai des petites pierres dans la poche pour me porter courage parce que vous êtes nombreux à me regarder. Voilà, j'ai vécu un très très bon moment, merci. Et si ça vous intéresse, j'ai aussi amené des petites plantes qui sont réputées plantes de sorcières ou qui ont été utilisées en guise de plantes médicinales et notamment abortives et gynécologiques que j'ai disposées sur la petite table qui sont au fond parce que mon métier principal c'est médiatrice culturelle et ce sont des plantes qui viennent du jardin médiéval de l'abbaye de la Sauve-Majeure et il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, très inspirantes et je me nourris de tout ça dans mon travail de tous les jours. Voilà, je vais arrêter parce que je vais enchaîner beaucoup après. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi la revue Far West qui nous a appelés il y a quelques semaines pour nous dire hey, on ferait bien un événement sur les sorcières et je pense qu'on a réussi. En tout cas, c'était plutôt chouette. Donc merci pour la projection et la captation de cette table ronde et merci d'être nos partenaires quand même depuis le début. Et n'hésitez pas à soutenir la presse locale indépendante parce que c'est hyper important d'avoir ces espaces d'expression en achetant les revues, en vous abonnant, etc. C'est hyper important de défendre des espaces aussi de liberté de la parole. On se plaint beaucoup des médias, mais il y a des médias chouettes qui œuvrent sur le territoire. Donc n'hésitez pas à aller voir le stand et à acheter votre revue. Et je voudrais aussi remercier évidemment une fois de plus le Pourquoi pas pour son accueil incroyable. Et
ce qui me tient évidemment à cœur, tous les bénévoles, parce que vous étiez 20, je crois, bénévoles Nouveau Cycle ce soir, à être là et à avoir préparé cette soirée. Effectivement, on m'a vu beaucoup, la salariée, mais rien n'est possible sans les bénévoles. Donc vraiment, gros big up et plein d'applaudissements, s'il vous plaît. Et puis merci à vous d'avoir été là, d'avoir répondu présente et présent. Et je crois que la prochaine, on peut dévoiler le thème, comme ça va nous engager à le faire, parce que ça fait 15 fois qu'on reporte ce thème. On a privilégié les sorcières suite à une demande, mais la prochaine fois, ce sera une ménopause party. Voilà, vous avez le thème. Passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup à toutes et tous.